Hello, hello, bienvenue pour notre invité du mois avec Barbara et bienvenue à ceux qui nous regarderont Bonjour. en replay. Alors Barbara, tu es où aujourd'hui? Alors, je suis en Géorgie et je sais même pas le nom du village où je suis, j'ai noté, mais c'est à Chantilly. J'ai réussi à atteindre ce point. C'était pas gagné, mais j'ai réussi finalement. C'est vraiment très très éloigné dans la montagne géorgienne, près de la frontière russe. Et ouais, du coup, j'ai fait l'autostop toute la journée et je suis arrivée au milieu d'après-midi. Donc, Du coup, autostoppeuse aguerrie. ça commence, oui, ça commence. J'avais pas beaucoup d'expérience avant de partir en voyage. J'avais juste fait en France. Et par contre, là, oui, depuis un an, je pense que je commence à avoir pas mal d'expérience. Ouais, là, je crois que je commence à être à un niveau Mm. plutôt pas mal. Est-ce que tu veux nous raconter un peu justement ton histoire? Je ne sais pas par où tu as envie de commencer ou ce que tu as envie de nous raconter, mais donc là, on croit comprendre que tu voyages, que tu voyages stop, que tu es en Oui. Géorgie. Qu'est-ce qui t'a amené là? Alors, donc moi, c'est Barbara, j'ai 30 ans, bientôt 31, pas encore, mais voilà. J'ai eu une vie très, très, très cadrée pendant très longtemps. Je suis très organisée, très dans une boîte comme ça. Et puis, en fait, il y a 3 ans, je me suis séparée. Et ça a été un déclic quand même, parce que comment dire, je suis descendue très bas et après, j'ai commencé à remonter en commençant à vivre pour moi et à comprendre un petit peu que je pouvais pousser mes limites, que mes rêves que j'avais depuis des années, bah, je pouvais peut-être les réaliser, etc., etc., etc. Et puis, j'avais ce rêve de tour du monde dans ma tête depuis que j'avais peut-être 15, 16 ans. Et il est revenu, en fait, petit à petit. Je me suis dit, bon, bah, peut-être que je pourrais faire l'autostop, peut-être que je pourrais partir en vacances toute seule, peut-être que je pourrais pas attendre d'avoir quelqu'un pour faire les choses. Et j'ai commencé en France, petit à petit, à juste sortir de ma zone de confort, petit à petit, à vivre pour moi, tout simplement. Et puis j'ai adoré, et ma zone de confort s'élargit, en fait, toujours encore aujourd'hui. Et ce tour du monde est venu à moi comme une évidence. Donc j'ai quitté mon travail, j'ai quitté mon appartement, j'ai quitté la France. J'ai commencé à faire un planning, et puis avec d'abord des missions humanitaires associatives en tant que bénévole pendant 6 mois. Et après, là, depuis avril, enfin mars-avril 2024, je suis en roue libre complète où vraiment je fais que l'autostop. J'ai plus de missions associatives, donc je suis plus libre en termes de destination, en termes de temps. Et voilà, le voyage devait durer un an et demi. Il va durer sûrement 3, 4 ans. Mm. Donc, je suis en pleine exploration et c'est pas prêt d'être terminé. Donc, voilà pour ma présentation. Trop cool, trop inspirante. Et du coup, pour mieux comprendre d'où tu viens, enfin, tu viens d'où en France? Qu'est-ce que tu faisais comme métier? Alors, je viens de, je suis née à Grenoble, mais j'ai vécu entre Lyon et Genève, en fait, dans la région, dans le département de l'Ain. Ok. Principalement, j'ai pas mal déménagé, mais principalement dans l'Ain, à Oyonnax. Je ne recommande absolument pas cette ville, mais j'ai vécu là-bas. Et donc, j'ai travaillé pendant 7, 8 ans dans l'événementiel international. Donc, j'étais manager événementiel international. J'organisais des congrès, des conférences pour des entreprises privées, pour des ONG à travers le monde. Et mon dernier travail avant de partir en tour du monde, j'étais dans une ONG. Et du coup, les événements étaient, comment dire, concentrés sur les droits de l'homme et la démocratie Mm. qui était un peu mon rêve en fait, hein. C'était un peu j'ai atteint le Graal pour moi quand j'ai eu ce job. Et voilà, mais malgré tout, ça m'a pas empêché de partir parce que le voyage autour du monde, ça restait l'interculturalité, la découverte des cultures, ça a toujours été ma passion, même en études, en master, c'était toujours ma matière préférée. Et là, j'ai l'impression de le vivre tous les jours. Donc voilà. Ouais. Quel âge t'avais quand t'es partie? Et ben, c'est 29 ans parce que je suis partie le 7 juillet 2023. Donc il y a un an et un mois et demi. Ouais. Et pourquoi cette date? Enfin, comment tu t'es préparée à cette date et qu'est-ce qui a fait le déclic finalement? On sait qu'il y en a plein qui en rêvent, mais c'est compliqué. Comment toi, tu savais qu'à ce moment-là, il fallait que tu partes? En fait, je travaillais en agence événementielle, donc c'est un travail enfin, j'avais une quinzaine d'événements par mois, donc c'était extrêmement chargé. Ouais. Et puis j'ai quitté ce travail et j'ai trouvé ce travail dans l'ONG, où là pour le coup c'était l'inverse. J'ai eu un travail où j'avais 2 événements par an, enfin à l'année, et c'était un contrat de 1 an. Du coup, j'ai fait un peu un bore-out. Je me suis beaucoup ennuyée, même si c'était très intéressant, mon boulot me passionnait, mais il n'y avait pas assez en fait. J'étais pas assez stimulée. Et du coup, j'ai eu le temps de penser à ce que je voulais faire de ma vie. Et je me suis dit, mais là, en fait, le contrat, je vais pas le prolonger, je vais pas le refaire. Enfin, j'ai pas envie de m'enfermer. Et du coup, j'ai dit, bah, je vais pas reconduire.
Mm. Et je me dis, c'est le moment de partir voyager. Et là, j'ai eu le déclic de me dire, OK, là, c'est bien, mon contrat il dure 1 an. J'ai 1 an pour préparer. Et la date de départ, enfin, mon contrat se terminait le 30 juin et je suis partie le 7 juillet, quoi. Énorme. Voilà. Et après, ça faisait 7 parce que ça faisait 7 juillet Mm. 2023. Donc 2023, ça faisait 7 aussi. Donc Ouais. bon, c'est un signe. Le 7 me correspond, donc c'est parfait. Trop drôle. Voilà. Désolée, il y a quelqu'un dans la cuisine parce que je suis dans un bar et il y a la cuisine en dessous. C'est le seul endroit que j'ai trouvé avec la wifi un peu stable. Donc désolée si c'était un peu bruyant. Non, il n'y a pas du tout de bruit, c'est juste drôle de voir une dame passer. Oui, désolée. Pas de souci. Et du coup, justement, ce départ, est-ce que tu l'avais préparé? Enfin, comment ça s'est passé le avant? Oui, alors moi, ouais, je suis quelqu'un de très organisé. Enfin, j'étais quelqu'un de très organisé. Donc, comment dire? En France, j'étais assez impliquée dans des associations, dans des missions de bénévolat. Et donc, ça me tenait à cœur de faire ça à l'étranger, sachant que j'ai un rêve aussi de travailler dans l'humanitaire terrain. Donc, je me suis dit, je vais trouver des missions associatives bénévoles à l'étranger pour continuer un petit peu ce que je faisais en France, mais pour découvrir d'autres cultures. Donc, j'ai trouvé des missions. Les 6 premiers mois de mon voyage, en fait, j'étais toujours d'une mission à une autre d'une durée d'1 mois. Et donc, c'était très, très carré, en fait, hein, jusqu'à les 3 premiers mois, c'était vraiment très, très carré. J'avais des avions, j'avais des missions, etc. Et j'avais des amis aussi qui m'ont rejoint énormément toute la première partie de mon voyage. Donc, c'était aussi super. Moi, j'avais besoin de ça. Et à partir de avril, je me suis dit, Barbara, là, je sais pas que j'en peux plus, mais j'avais vraiment besoin d'être toute seule, de vivre mon voyage toute seule. Et du coup, là, c'est pour ça que j'ai plus de mission, parce que j'ai besoin de cette liberté et de faire ce que j'ai envie, quoi, sans avoir de deadline ni rien du tout. Bon, j'en ai quand même, mais j'ai plus de mission d'association en tous les cas. Mm. Donc Comment voilà. tu as trouvé ces missions d'assaut là? Alors, je voulais pas être dans des grosses associations avec 30 bénévoles qui sont souvent européens. Enfin, j'ai commencé au Togo en Afrique, et après je Mm. suis partie en Ouganda pour voir l'Est et l'Ouest, enfin l'Ouest et l'Est africain, et après je suis partie au Liban. Et je voulais pas être dans des grosses associations. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je cherchais, mettons, Togo, mission en orphelinat, et je trouvais des associations sur Facebook, celles qui avaient le moins de j'aime, pour trouver des vraiment petites associations. Je les ai contactées en disant, voilà, je suis Barbara, je suis française, je cherche à faire du bénévolat. Est-ce que je peux venir en tant que bénévole? Et souvent, c'est des associations qui n'ont jamais eu de bénévoles. Et du coup, ils ne comprennent pas forcément la démarche. Ils disent, mais vous êtes sûr? Parce que nous, on a beaucoup de choses à faire, mais on n'a pas de cahier des charges, on n'a pas de choses vraiment très cadrées, quoi. Et donc, moi, c'est parfait. C'est parce que je voulais apporter quelque chose et j'ai 2 mains, 2 pieds. Donc, moi, peu importe si je peux avoir un peu de liberté pour apporter juste ma personne, c'est ce que Ouais. je recherche. Et donc, du coup, j'ai trouvé toutes les associations comme ça, Togo, Liban, enfin Togo, Ouganda, Liban, Turquie, Autriche et Népal. Et quoi d'autre? Je sais plus. Il y en a eu d'autres aussi avant, mais voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ces assos ou ces missions que tu as réalisées au début? Oui, donc la première, c'était au Togo. J'étais principalement dans des orphelinats pour faire un peu d'animation Ouais. et aussi de la prévention et de l'information auprès des jeunes femmes adolescentes sur leur corps, comment ça se passe la puberté, les règles, l'hygiène, parce que dans les villages reculés du Togo, enfin, il y a une Mm. méconnaissance, mais volontaire aussi de la part des gouvernements. Donc voilà. Si ça fait trop de bruit, il faut me dire, parce qu'il y a la vaisselle qui se fait Pas juste du à tout, côté. ouais. Non, vraiment. D'accord. Ouais. Et en Ouganda, après, je voulais faire la même chose. J'étais partie pour faire la même chose. Et en fait, l'association dans laquelle je suis tombée, c'était pas une association très sérieuse. Du coup, je suis partie et je suis tombée dans une association qui exporte du café, mais qui n'avait aucune connaissance en marketing, sales, événementiel, ce qui est pour le coup mon domaine. Donc, je suis restée 1 mois en Ouganda dans un tout petit village à travailler sur la stratégie de cette association pour les aider à exporter leur café. Donc, c'était génial. Et après, au Liban, vu qu'il y avait l'explosion de 2020 qui a fait beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de bâtiments qui étaient encore détruits encore aujourd'hui, Mm. là, j'étais dans la construction. Donc, j'étais sur des chantiers pour nettoyer les bâtiments détruits pour préparer la reconstruction, la rénovation. Ensuite, je suis partie en Turquie dans un refuge pour chiens, parce qu'en Turquie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chiens de rue. Donc, j'étais en bénévolat dans un refuge pour chiens. C'est super intéressant. Mm. Et puis ensuite, en Autriche, j'ai trouvé une mission dans un centre pour personnes sans domicile fixe et réfugiés.
Et là, j'étais coordinatrice sur place pour les aider parce qu'ils avaient des problèmes psychologiques aussi, donc les aider à s'organiser, à avoir un rythme, à avoir une structure, en fait, un quotidien, une vie assez cadrée. Et puis ensuite, je suis partie, enfin, j'ai eu quelques temps off entre deux missions, mais après, la mission, c'était au Népal. Et là, c'était super intéressant. C'était un trek médical où, en fait, on est dans les villages reculés du Népal pour repérer des cas médicaux, des cas d'enfants malades où on faisait des diagnostics. Alors moi, je suis pas dans le médical, mais j'avais une infirmière avec moi. Et du coup, elle faisait des diagnostics et on notait. Et nous a suivi une équipe médicale, pour le coup, avec des médecins, des infirmières, des kinés, enfin, toute l'équipe médicale, dans les villages ciblés avec les traitements, avec ben, voilà, les soins adaptés. Donc voilà. Et Donc après, en fait, c'est un patchwork de missions, oui, quoi. non, mais c'est trop drôle parce que du coup, il y a de la construction. Euh, Justement, dans tout ça, est-ce que toi, est-ce que c'était des volontariats où toi, tu avais un truc à payer? Est-ce que tu étais nourri, logé? Enfin, comment ça se passait? Est-ce que c'était différent à chaque fois? C'était différent à chaque fois. Alors moi, je n'ai jamais payé pour faire une mission. C'est aussi le but de trouver des toutes petites associations. C'est que souvent, quand on paye, enfin, même sur les plateformes Workaway ou les autres plateformes, c'est là où on se trouve avec beaucoup de volontaires qui s'enchaînent, qui reprennent les mêmes missions au fur et à mesure. Et du coup, moi, je trouve que enfin, ça perd un petit peu le sens, de mon point de vue. Ouais. Ça me correspond pas, en fait. Et du coup, d'avoir des toutes petites associations, j'ai jamais été logée, nourrie, mais au Togo, j'étais logée. Et après, la nourriture coûte vraiment pas cher. Donc, pour le coup, voilà, c'est presque comme si j'étais logée, nourrie finalement. Ouganda, j'étais logée, mais alors c'était dans une case en fait. Donc, ils m'ont dit, bon, bah, par contre, on n'a vraiment rien à t'offrir. On peut t'offrir juste une pièce. Et moi, j'avais mon tapis de sol. Donc, j'ai dormi un mois sur un tapis de sol, mais moi, ça m'allait parce que c'était vraiment hyper atypique et très, très, comment dire, en immersion. Donc, moi, ça m'allait. Au Liban, j'étais ni logée ni nourrie. J'ai trouvé un coach surfing, quelqu'un qui m'a hébergé pendant un mois. Ouais. En Turquie, j'étais logée et nourrie parce qu'en fait, il m'offrait tellement de choses qu'au final, j'étais pas nourrie sur le papier, mais en fait, au final, j'étais nourrie parce qu'à chaque fois, il me rapportait toujours de la nourriture. Et en Autriche, j'étais logée nourrie, ouais, parce que j'étais dans le centre, je logeais dans le centre, donc j'étais sur place. Et après, au Népal, j'étais logée parce que c'était un trek, donc à chaque Ouais. fois, on avait le logement, mais pas nourrie. Donc ça dépend en fait à chaque fois, ça Ouais, dépend. ouais. Et en fait, j'aime bien ce côté. En fait, comment dire? Pour moi, le bénévolat, on peut choisir en fonction de ses compétences. Et pour moi, le bénévolat, c'est le don de soi. Donc, peu importe nos compétences, tant qu'on est là, Ouais. on peut apporter quelque chose. Et du coup, j'avais vraiment envie, en plus avec le projet de travailler dans l'humanitaire terrain plus tard, j'avais vraiment envie d'avoir ces expériences un peu couteau suisse, où que ça me fait travailler aussi mon adaptation, parce que c'est une différente culture, de différentes missions. Et j'adore sortir de ma zone de confort parce que c'est de la rencontre, en fait. Donc, moi, j'ai adoré. Et d'ailleurs, là, je pense à peut-être retrouver des missions pour plus tard parce que ça me manque d'avoir vraiment un rôle, une mission, de faire quelque chose de concret, d'avoir une équipe, de voilà. Ouais. Trop cool. Du coup, donc ça a duré à peu près les 6 premiers mois, c'est ça? C'est ça, un peu en décousu parce que en gros, j'ai fait à chaque fois que j'ai une mission, je reste un mois dans le pays. Donc Togo un mois, Ouganda un mois, Liban un mois. Je suis partie un peu en Syrie. Après, je suis allée en Turquie un mois. Je suis restée un mois et demi. Et après, je suis chrétienne et il y avait un pèlerinage que je voulais faire en Slovénie. Donc là, j'ai commencé l'autostop jusqu'en Slovénie pour le Nouvel An. Donc ça Ouais. faisait déjà 6 mois que j'étais partie. L'Autriche, c'est juste au-dessus. Donc j'ai trouvé la mission en Autriche, un mois. Mm. Et après, j'ai voulu aller en Russie. Donc, j'ai fait de l'autostop en Serbie, j'ai pris l'avion pour aller en Russie, j'ai traversé la Russie, Mongolie, et après, j'ai atteint le Népal, et là, j'ai fait un mois au Népal. Et Mm. après, jusque-là, en Géorgie, j'ai fait de l'autostop, par contre. Donc, j'ai traversé donc, le Népal, l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, Kazakhstan encore, Russie encore, et Géorgie aujourd'hui. Ok. Et tout ça sur combien de temps? Voilà. Ou c'est plus des assos et où c'est toi ton trip en stop? Total, ça fait 14 mois là bientôt. Dans quelques jours, dans 10 jours, ça fera 14 mois que je suis partie. Ouais. Et Et je devais rentrer, ouais. pardon. Et je Non. devais rentrer, j'avais prévu de rentrer normalement là entre août et décembre. J'avais dit mon voyage durera entre 1 an et 1 an et demi. Et en fait, pas du tout. Il va durer au moins 3 ans Trop cool. de plus. Donc, Ouais. je rentrerai pas avant 2027. Enfin, je pense pas rentrer en fait. Très honnêtement, je pense que
ma vie s'oriente sur du voyage. Il faut que je trouve un moyen de vivre de ça. Mais mon voyage ne peut pas se terminer. Enfin, je ne peux pas retourner dans une vie comme j'avais avant. C'est pas possible. Mm. Ouais. Euh, du coup, par exemple, donc là, tout le trip que tu es en train de faire en stop, Oui. après, on reviendra sur justement le fait que tu n'aies pas envie de revenir et comment tu te vois pour la suite. Euh, Tout ce trip-là que tu es en train de faire en stop, est-ce que tu t'es fait un tracé? Enfin, comment tu sais vers quelle destination tu veux aller? Est-ce que ça, pareil, tu l'avais un peu prévu ou pas trop? Alors, j'avais prévu mon itinéraire parce que encore une fois, avant de partir, tout était très très planifié. Là, je devais être en Colombie normalement à la base et je devais remonter jusqu'au Mexique et c'était terminé. Bon, le Mexique, c'est le pays de mes rêves et je me suis dit, une fois que je suis au Mexique, mon voyage il est fini, je rentre. Donc tout était prévu vraiment à peu près quoi. Enfin, Ouais. et j'ai toujours un fil rouge en fait. Là, même si j'ai totalement changé, tout a changé là, mais je sais quand même dans 3 ans où je me vois. J'ai toujours un fil rouge quoi. Il y a juste la caméra qui s'est arrêtée et on t'entend plus. Peut-être qu'il faudrait se déconnecter, se reconnecter. Je sais pas si tu m'entends, Barbara. C'est la connexion, hein, Géorgie. Yes, on va revenir. On t'entend plus, il faudrait juste. Ah, yes. C'est C'est là? bon? Parfait, Oui. oui, ça avait Ok, juste. désolée. T'inquiète. Donc ouais, du coup après la Géorgie, je vais aller en Arménie, Arménie, Iran, Irak et je retourne en Syrie. Et après le but c'est que je retourne en Turquie parce que le pèlerinage chrétien que j'ai fait en Slovénie, désolé si je perds tout le monde avec les pays, là il est en Estonie, ça change chaque année de pays. Et Ok. donc là je vais prendre un vélo et je vais aller en vélo de la Turquie jusqu'en Estonie, nouveau challenge. Voilà, bref. Et après, j'ai prévu d'écrire un bouquin pour la fin d'année, d'ici là le printemps prochain. Et après, j'irai faire du bateau stop pour aller au Mexique. Donc en fait, mon Ouais, itinéraire, il est toujours prêt, mais avec des projets entre-temps, quoi. carrément. Et ce pèlerinage, du coup, c'est aussi pour le Nouvel An? C'est toujours pour le Nouvel An. En fait, c'est des rencontres, ça s'appelle Rencontres européennes de Thésée. C'est une Ok. communauté chrétienne œcuménique, donc qui rassemble chrétiens orthodoxes, catholiques, protestants, tous ensemble, en fait, de 18 à 35 ans. C'est chaque année dans une capitale d'Europe, et c'est un village qui est vers, Thésée, c'est un vrai village qui est vers Mâcon, Ok. et on peut faire du pèlerinage là-bas à Thésée, et ces rencontres européennes de jeunes, entre guillemets, se fait pour chaque Nouvel An dans une capitale d'Europe. Et Ok. ça, je le fais depuis que j'ai 17 ans, et en fait, ça faisait sens de le faire l'année dernière. Ouais. Et là, en fait, une fois que j'étais l'année passée, ça a tellement été, je sais pas comment dire, impactant dans mon voyage, ça a tellement fait sens que Ouais. du coup, là, je me suis dit, mais là, il faut que j'y retourne. Et de refaire l'autostop de la Turquie jusqu'en Estonie, je sais pas, je trouvais ça faisait un peu redondant. Donc, je me dis, le vélo, pourquoi pas? Donc voilà. T'as déjà ton vélo ou tu vas le trouver là-bas? Pas du tout. Je n'ai pas de vélo, j'ai jamais fait de voyage à vélo. En fait, ça va être totalement nouveau. Moi, j'ai juste fait maison, marchand de journaux, maison quand j'étais adolescente. Ouais. Mais bon, je me connais en fait, j'adore le sport et Ouais. j'adore le challenge aussi. Donc je me dis, je sais que je vais galérer. Je le sais parce que ça va être en plein hiver. Je prévois de traverser l'Ukraine, les pays du Nord en fait, donc il va faire très très froid. Mais je sais que je vais y arriver au bout en fait. Je me connais, je pense pas que j'abandonne. Donc voilà, ça me fera une expérience en plus quoi. Est-ce que du coup, tu as toujours voyagé seul ou est-ce que sur la route, tu as rencontré des personnes avec qui tu as fait un petit chemin ou est-ce que c'est un choix ou comment tu le vis, toi? Alors, bah, vu que j'étais en association pas mal de temps quand même, j'étais jamais vraiment toute seule au début. Ouais. Après, j'ai eu des amis. En fait, avant de partir, j'ai fait une grosse fête avec mes amis pour dire au revoir. Et j'avais fait une carte avec où est-ce que vous me rejoindrez? Où est-ce que vous me rejoindriez? Et en fait, mes amis avaient des post-it à mettre pour dire, OK, bon, on te rejoindra là, là, là. Et mes amis voyageurs m'avaient dit, Barbara, tu verras, tout le monde mettra des post-it, mais personne viendra te rejoindre. Donc, je Mhm. m'étais préparé un peu l'idée que personne ferait le pas. Et en fait,
tous mes amis qui ont mis un post-it sont venus. Donc j'ai eu des amis pratiquement toute la Ah, première partie. En Turquie, j'ai des amis qui sont venus me rejoindre. Après, j'ai eu des amis en Slovénie, en Autriche, enfin partout, en Russie, en Népal aussi. Enfin, en fait, au bout d'un moment, ce qu'il y a, c'est que le Népal, c'était la dernière partie, et j'ai des amis qui sont venus me rejoindre au Népal. Et je me suis dit, là, il est temps que je sois toute seule, en fait. Il est temps que je commence finalement ce voyage toute seule. Mais c'est bien parce que ça a été très progressif et c'était vraiment personnalisé. Ce voyage, finalement, il a été fait. Enfin, c'est moi qui l'ai préparé, mais sans savoir qu'en fait, je l'avais vraiment fait sur mesure pour moi. Et c'est super beau, je trouve, parce que c'est allé très progressivement à mon rythme, directement et indirectement. Et du coup, là, depuis Népal, j'ai rencontré un voyageur au Tadjikistan en van. Du coup, on a passé une semaine ensemble, c'était super. Mais après, j'étais contente de repartir tout seul en stop. En fait, le stop, dès que je l'arrête, ça me manque en fait. C'est vraiment mon mode de voyage que je n'arrêterai pas, je pense. J'adore l'autostop. qu'est-ce que ça t'apporte le stop pour les gens, par exemple, qui n'ont jamais voyagé en stop? Qu'est-ce que toi, par exemple, qu'est-ce que tu retrouves là-dedans? Je pense que, en fait, en autostop, un trajet basique devient un accomplissement. Parce que, par exemple, ce matin, je suis partie de Tbilissi, la capitale, et je suis arrivée, j'avais 6 heures de route jusqu'au fin fond de la montagne. J'ai rencontré des gens exceptionnels qui m'ont fait sortir au milieu de nulle part. Et là, j'arrive, mais j'ai le smile que je vais garder, mais toute la nuit. Enfin, en fait, chaque jour est plus beau que le précédent grâce à l'autostop parce que j'ai des rencontres exceptionnelles, des gens après qui m'accueillent chez eux parfois, des gens qui sont même pas forcément locaux mais qui me disent bah moi j'habite là, est-ce que quand tu viendras là, viens. En fait, c'est la rencontre et mon voyage, c'est les rencontres. Et l'autostop pour moi c'est la meilleure source de rencontres et aussi la confiance parce que l'autostop c'est je dois faire confiance mais le conducteur doit me faire confiance. Donc c'est Mm. une confiance mutuelle qui est tellement salvatrice. Enfin moi quand je sors d'une voiture mais je rayonne mais par la personne en fait. J'adore ça. J'adore ça. Et que ça soit en capitale, par exemple, ce matin j'étais en pleine capitale, j'adore faire de l'autostop en capitale pour sortir de la ville. Je prends pas de bus, je prends pas de taxi pour sortir, que ce soit plus facile. Parce que je trouve que le challenge, du coup, apporte du coup cette satisfaction aussi. Et là, quand je suis arrivée ici, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment au milieu de la montagne, hein. Mais j'étais mais tellement fière de moi, contente, avec du coup des nouvelles personnes que j'ai rencontrées exceptionnelles. Enfin, voilà. Et pour le côté pratique, est-ce que tu réserves tes logements avant? Là, par exemple, est-ce que tu avais réservé ta nuitée ou comment tu fais? Alors, pas du tout. En fait, ça, c'était pareil. Avant, c'était quelque chose qui me stressait. Avant le voyage, je faisais des crises d'angoisse de l'orientation. J'étais vraiment une paniquée de l'orientation. Vraiment, c'est quelque chose. Enfin, mes amis d'ailleurs ne me reconnaissent pas par rapport à ça. Là, je suis arrivée dans le village, qui est un village très ancien. Donc, il y a que des hôtels ou des guest house. Et là, je suis arrivée dans le premier bar que j'ai vu. Et j'y suis allée en disant, voilà, écoutez, voyage sans argent. Ce qui est vrai maintenant, j'essaie d'intégrer ce mode de voyage dans mon voyage. Et du coup, je tente. Je dis, voilà, je voyage sans argent. J'ai ma petite tente. J'ai une petite tente très, très, très basse qualité que je ne recommande à personne, mais qui me sert quand même. Et je leur dis, voilà, j'ai mon mode de camping. Est-ce qu'il y a un lieu où je peux camper ou est-ce qu'il y aura un lieu où je pourrais dormir potentiellement, sachant que j'ai pas d'argent à dépenser? Et là, par exemple, ce soir, il y a une terrasse. Il fait chaud, hein, il fait 20-25 degrés. Donc, il me dit, écoute, Barbara, il y a une terrasse, il y a des matelas. Tu peux dormir là, il n'y a pas de souci. Donc, cette nuit, par exemple, eh ben, je sais où je dors. Mais si il m'avait dit non, bah, j'aurais trouvé un champ ou voilà, enfin, j'aurais trouvé quelque part où dormir dans ma tente. Ça aurait été moins confortable, mais il y aurait toujours eu une solution. Et au pire du pire, en mode de voyage sans argent, j'ai quand même de l'argent. Donc, si je me sens vraiment pas en sécurité, je garde toujours l'option de Barbara, s'il y a un ours ou si tu te sens pas en sécurité, tu vas dans un hôtel. C'est pas grave, en fait. Voilà. Donc, j'ai toujours 10 millions de solutions. Et du coup, il n'y a jamais de problème. Et avant ce voyage, tu avais déjà fait du stop ou dormi chez l'habitant comme ça ou pas tant? Alors, coach surfing, j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais fait. J'avais ni accueilli, ni pratiqué, enfin, ni essayé, quoi, l'application. Donc, non. L'autostop, pas vraiment. En fait, l'autostop, c'est devenu dans cette phase, là, dans ces dernières 3 années où je commençais à me connaître. Je voulais commencer l'autostop. Je n'avais jamais fait. Moi, je suis dans une famille où on m'a toujours très, très protégée, dit ah non, non, attention. Ma mère est infirmière psychiatrique, donc elle m'a toujours raconté des histoires de malades psychiatriques. Donc, j'ai toujours eu beaucoup de trauma par rapport à ça, beaucoup de peur. Et en fait, j'ai vu un événement qui s'appelle la Mad Jack, qui est une compétition d'autostop en France, où on part d'une grosse ville, on va en Creuse, au fin fond de la France, pour faire un festival du voyage, et c'est super cool. Donc, je me suis inscrite, et aucun de mes amis n'a voulu venir avec moi. Donc, je me suis inscrite, et sur le forum, je dis, OK, je suis toute seule, si quelqu'un veut joindre à moi, eh ben, bienvenue.
Et il y a quelqu'un, Alexandre, qui est venu me rejoindre au Népal pendant un mois d'ailleurs, qui est devenu un super ami, qui a dit, bah là, moi je suis tout seul aussi, donc bah vas-y, on fait ensemble. Et on y est allé la première année, enfin il y a du coup 2, 3 ans. C'était génial, j'ai adoré l'autostop et j'ai adoré l'aventure. Je l'ai réitéré du coup il y a 2 ans avec une autre amie. Et j'ai fait aussi un voyage en Normandie. Je faisais du bénévolat dans un refuge pour animaux handicapés en Normandie et j'ai suis allée en autostop 2 fois. Ça faisait 800 km aller, je l'ai fait 2 fois, c'était génial. Et en fait, j'avais jamais fait d'autostop à l'étranger avant ce voyage. Mais du coup, j'avais pas eu plus peur que ça. Et dans mon voyage, mes peurs se sont décalées au fur et à mesure. Quand je suis partie, j'avais le pays qui me faisait le plus peur, c'était le Liban. Je sais pas pourquoi, j'avais peur du Liban. Je suis allée au Liban, j'ai adoré. Après, j'ai eu peur pour la Syrie. Ça a changé ma vie. Après, j'ai l'autostop en Turquie. Et tout le monde m'avait dit, la Turquie, attention, les hommes là-bas, tout ça. J'ai fait 45 jours d'autostop en Turquie, j'ai adoré. Juste avant de faire ce trajet jusqu'en Slovénie en pèlerinage. Donc, ça m'a lancé jusqu'en Slovénie, j'ai adoré. Après, ma peur s'est décalée en Russie avec le contexte actuel géopolitique. L'autostop en Russie, c'est exceptionnel. Enfin, Russie-Mongolie, c'est les pays les plus faciles que j'ai pu faire en autostop. Ma peur s'est décalée, décalée, décalée. Et du coup, je suis partie au Pakistan, Afghanistan, parce qu'au final, ma peur ne cesse de se décaler. Donc, en fait, au final, voilà. Prochaine étape, la Lune. Prochaine étape, non, ce qui me fait peur, là, bah, c'est quand même de retourner en Syrie, quand même. Enfin, j'ai peur. En fait, ma peur est toujours là, hein. J'ai toujours peur, hein. La peur fait partie de ma vie, et la peur fait partie de la vie, je Ouais. pense. Mais après, c'est un choix de se confronter à sa peur, qui doit rester raisonnable et aligné avec soi-même, je pense. On ne doit pas se lancer au bûcher, non. Mais par exemple, je sais que moi, je vais arriver en Syrie, je sais que je vais avoir peur. En Irak, pareil. En Iran, j'ai peur de l'Iran. Après, pareil, le voyage à vélo, il me fait peur, hein. Mais, mais je connais mes limites et je garde toujours en option que Barbara, si tu te sens vraiment pas à l'aise, bah, faudra partir. Et c'est pas un échec parce que vu que j'ai rien à prouver à personne à part à moi-même, en fait, si je me sens pas à l'aise quelque part, si la Syrie, j'aime pas, ou l'Iran, j'aime pas, bon, bah, je trace au prochain pays. Si l'Irak, j'aime pas, voilà, si j'ai un problème en Irak, il faut que je prenne un avion, je prends un avion. J'ai pas de. Je ne mets pas de. Il faut absolument pas prendre l'avion, il faut absolument pas faire ça. Non, 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 non. Mon voyage, il est complètement libre et il reste aligné avec moi. Donc voilà. Mm, carrément. Et est-ce que justement, en parlant des peurs, Mm. euh, souvent on sait que notre entourage, il peut nous transmettre ses peurs ou par amour, hein, justement. Mhm. Et du coup, toi, par exemple, comment ça se passe à ce niveau-là? Avant que tu partes, Alors, maintenant, comment c'est? alors, je pense que j'ai de la chance par rapport à ma famille, dans le sens où mes parents m'ont toujours, on est 3 filles, mes parents m'ont toujours poussé, enfin, notre phrase, on va dire, de famille, c'est pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Ils nous ont toujours poussé les 3 filles à y aller, quoi. Alors, ça n'a pas marché. Moi, les 27 premières années de ma vie, j'étais paniquée, hein, je faisais des crises d'angoisse de l'orientation, j'avais vraiment très, très peur, et j'étais pas très aventurière. Téméraire, mais pas aventurière. Et donc, quand j'ai commencé à leur parler de mon tour du monde, en fait, ils disaient, oui, oui, bah, d'accord, c'est bien. Mais en fait, je pense qu'ils réalisaient pas que j'allais le faire vraiment. Et puis, une fois que j'ai dit, ah, bah, je pars dans 3 mois, dans 2 mois, M-1, ils sont là, mais en fait, elle part, Barbara, qu'est-ce qui se passe? Mais, enfin, ils m'ont dit, bah, c'est super, enfin, si t'es heureuse, on est heureux, on va pas te freiner. La Syrie, c'était pas prévu. Et je leur ai pas dit quand j'y suis allée. Je leur ai dit au bout de 3 jours, parce que je devais rester 3 jours en Syrie, je suis restée 5 ou 7 jours. Et je leur ai dit une fois que j'y étais, j'ai dit, écoutez, tout se passe bien, je vous l'ai pas dit pour pas vous inquiéter, mais j'y suis, tout va bien. Leur réponse a été, super Barbara, profite de la Syrie, vivement les photos. Aucun parent ne réagit comme ça. Enfin, mes amis ont été plus inquiets, et mes amis sont beaucoup plus inquiets que enfin, mes parents peut-être qu'ils ne me montrent pas, mais en tous les cas, mes amis sont beaucoup plus présents en termes d'inquiétude que mes parents. Là où ils ont eu peur, oui, c'est quand je leur ai dit je pars au Pakistan, en Afghanistan. Là, ils ont eu peur et ils m'ont dit Barbara, quand même, fais attention, tiens-nous au courant parce qu'on n'est pas rassurés, quoi. Enfin, ce qui est normal. Mais pour autant, ils m'ont pas freiné. Même mes amis, maintenant, je pense qu'ils me connaissent. Et maintenant, tout le monde me dit bon, Barbara, tu sais ce qu'on en pense, tiens-nous au courant, fais ton truc, mais voilà, sois quand même prudente. Et je le suis, en fait. Et voilà. C'est vrai que j'ai des amis en Syrie, quand j'y suis allée, même en Ouganda. Ils m'ont fait des leçons de morale et au final aujourd'hui c'est plus mes amis. Enfin, on s'est éloigné parce qu'en fait on se comprenait pas finalement. Et moi j'ai pas besoin de leçons de morale, sachant que j'ai mes propres peurs. Encore une fois, j'y vais pas en mode YOLO. Je n'ai pas conscience des risques, pas du tout. Enfin, je sais qu'en Syrie il y a des vrais risques, Afghanistan il y a des vrais risques. J'y vais pas comme ça, mais par contre j'ai pas besoin qu'on me rajoute les peurs sur mes peurs. Donc voilà. Carrément. Et justement,
Est-ce que tu arrives à garder contact avec tes proches? Est-ce que tu leur envoies des nouvelles régulièrement ou comment Alors ça, c'est un point un peu, comment dire, particulier parce que, comment dire, j'ai souvent été très seule dans ma vie, enfin, très longtemps. Et puis, une fois que enfin, je sais pas, je dirais, une fois mes études terminées, je me suis vraiment créé un vrai cocon, mais un gros cocon, du coup, de beaucoup d'amis. Et d'ailleurs, ma fête d'au revoir, j'appelle ça un mariage personnel, tellement tout le monde est venu et on était plus de 80 et c'était mon mariage, quoi, personnel. J'étais toute seule, mais voilà. Et du coup, je tiens, même avant de voyager, je mettais vraiment un point d'honneur à garder contact, à entretenir mes amitiés. Et des fois, j'étais vraiment, comment dire, un peu submergée par tout ça, par toutes ces amitiés à entretenir, comme des plantes à arroser. Et en voyage, je mets toujours c'est une priorité pour moi. Donc, j'ai toujours des messages WhatsApp sur mon téléphone. Je passe des fois des journées entières, des fois je passe 15 heures, je me bloque une journée juste pour WhatsApp, pour répondre à mes amis, pour garder contact. Mais c'est important pour moi en fait. Je sais, c'est un choix, hein, voilà, c'est un choix. Mais je n'ai perdu, enfin les amis que j'ai perdus, j'en ai quelques-uns, mais je me suis rendu compte qu'il y avait de la jalousie ou des amitiés qui n'étaient pas forcément très sincères. Enfin voilà, voilà, j'ai eu quelques amis perdus, mais c'est compte-gouttes quoi. La majorité de mes amis sont toujours auprès de moi et c'est magnifique. Et je ne veux pas les perdre. Même si je voyage encore 5 6 ans, 10 ans, voilà, je suis sûre que mon cocon sera toujours mon cocon. Parce que j'ai besoin d'eux et je pense qu'ils ont besoin de moi et c'est mutuel et voilà. Mais justement, du coup, on peut imaginer que après tant de temps sur la route, en voyage et tout ça, le fait de tout le temps changer d'environnement hein, et s'adapter, suradapter, même certaines fois, on a aussi la fatigue du voyage. Et du coup, toi, qu'est-ce qui te permet de te sentir stable chez toi ou en tout cas confortable? Enfin, là, du coup, peut-être tes proches, comme tu dis, ce lien-là. Qu'est-ce qui te permet de te ressourcer dans ces moments-là où tu peux avoir la fatigue du voyage, par exemple? Et ben, en fait, quand j'ai des moments de down où je me sens pas bien, ou alors j'ai jamais comment dire, ça m'est arrivé au début de me dire, ah, j'aimerais bien retourner en France quand même une bonne semaine, un mois pour voir mes amis. C'est parce que ils me manquaient tous. Mais après, je dirais les 9 derniers mois, 10 derniers mois, les downs, c'est plus la fatigue parce que même avant, en fait, je suis un peu hyperactive et du coup, je pousse. Et là, je sais que par exemple, je suis épuisée avec les dernières aventures que j'ai fait. Je suis épuisée. Et pourtant, là, voilà, j'ai fait 7 heures d'autostop aujourd'hui. Et c'est ça qui me ressource, que je me dis, Mm. Barbara, tu es en Géorgie. Et là, les gens que j'ai rencontrés, en fait, ça me ressource. Je raconte à mes amis qui sont là. Des fois, je sens qu'ils comprennent pas forcément, mais ils sont dans l'écoute. Et même moi, en fait, j'écoute leurs histoires. Et même si on est loin et qu'on n'a pas le même quotidien, je sais qu'on a même si on n'est pas sur les mêmes, on est totalement différents. On a des vies qui sont parfois opposées. Et pourtant, du coup, on s'apporte parce qu'on s'écoute et parce qu'on fait l'effort, en fait. On fait l'effort de se comprendre. Et si on ne comprend pas, de comprendre pourquoi on ne se comprend pas. Et du coup, je sais que j'ai des supports, ma famille, c'est pareil. Quand je vais pas bien, là, mes parents, je leur ai dit, là, j'étais épuisée après la traversée de la Russie. Ils m'ont dit, ah, bah, quand même, enfin, ils étaient là, en fait. Ils étaient tout de suite là. Et je pense que c'est ça, c'est d'avoir quand même des bons appuis. Et puis, mon voyage, en fait. Moi, mon voyage, c'est les rencontres humaines. Donc, par exemple, ce matin, j'étais littéralement épuisée en me levant à 6 heures du matin. Ma première rencontre qui m'a sorti de la capitale après 1 heure et demie de marche, c'était magnifique. Et après, ça m'a mis la journée, enfin, j'étais rayonnante et je sais, de par cette rencontre du matin, qui m'a fait me dire, mais waouh, ma vie, Barbara, j'adore ma vie. Ouais. J'adore ma vie. Et ça, c'est de me dire, j'adore ma vie. Bah, ça me fait adorer ma vie et ma fatigue. Pouh, voilà, cette nuit, je vais très bien dormir cette nuit, par contre. Mais ouais. Vraiment. Euh, du coup, donc, ça me fait trop, enfin, c'est trop cool ce que tu racontes. Trop bien, j'aime Bah, trop. merci. Ouais. Et elle est trop cool ta vie. Je peux te dire aussi. Merci. Et du coup, par exemple, donc là, qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme ou un jeune homme, hein, peut-être que ton conseil sera différent, je sais pas, mais qui hésite soit à se lancer en voyage ou soit à se lancer en stop, tu vois. Qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, de toute façon, parce que j'aime bien me filmer la journée pour raconter mes petites pensées pour ne pas oublier au fur et à mesure. Et je disais tout à l'heure, quand j'étais sur la terrasse, quand ils m'ont dit, bah voilà, tu dormiras là, pas de souci, voilà. Je disais à moi-même, donc, il faut pas écouter. En fait, si on écoute les autres,
on fait rien dans sa vie. Parce que souvent, les autres ils nous transmettent leur propre peur, mais ils ne le font pas. Le Mexique, la Russie, tout le monde m'a dit n'y va pas, c'est dangereux. Mais et tu es en Russie et tu es au Mexique? Ouais. Non. Bon, bah alors laisse-moi faire. Et puis si c'est dangereux, de toute façon, bah, je partirai du pays. Et si quelque chose passe mal, bah j'y prends. Enfin, voilà. Bon, de toute façon, c'est ma vie. Mais la marche la plus difficile, c'est la première marche. Mais ça, c'est dans tout projet. Dans tout projet, quand on veut commencer quelque chose. Et puis, je pense aussi que quand on veut se lancer dans quelque chose qui nous tient à cœur, ça, c'est ma conviction, il y aura forcément des obstacles tout au début, quoi. Quand on se dit, vas-y, je vais faire ça, je vais apprendre l'espagnol, chose que je fais d'ailleurs, Mm. eh ben, ça va être ultra galère, on va avoir plein de contretemps, pile quand on... ou même pour le sport, bah demain je fais des abdos, bah, le matin on est très fatigué, le matin on a mal au ventre, le matin on a mal à la tête. Comme par hasard quand on vient de prendre l'engagement. Mais en fait, c'est une fois qu'on commence vraiment à se faire un peu violence et à se dire, bah ok, l'obstacle est partie du jeu parce que c'est un peu pour me tester, et ben après, hop, ça marche. Mais l'autostop, c'est pareil, c'est ce que je dis, enfin, l'autostop, oui, il y a des noms tout le temps, mais tout le temps. Ce matin, à la capitale Tbilissi, avant qu'il y ait le monsieur qui s'arrête, j'ai marché 1 heure et demie. Mais parce que je savais que la route, elle était mauvaise, et puis il y en a qui attendent de l'argent, et puis il y en a que je sentais pas. Puis en fait, bah, c'est pas grave, la vie, c'est difficile pour moi. Je pense que la vie est difficile. Mais du coup, c'est soit on la prend en mode bah c'est difficile, donc bah zut, bah tant pis, bah c'est triste. Soit on dit bah c'est difficile, mais du coup, on va la rendre quand même joyeuse. Et du coup, c'est tellement plus satisfaisant. Quand le positif arrive, c'est tellement plus waouh, quand on se dit bah finalement, ça a marché, quoi. Donc l'autostop, je pense qu'il faut toujours rester vigilant, mais faire confiance et tester. On peut tester un 10 km, on peut tester un 5 km. Comme pour courir, on peut commencer à courir 1 kilomètre. Et puis après, on court des marathons peut-être. Mais enfin, on peut commencer. Il ne faut pas se mettre des objectifs démesurés pour faire comme les autres, je pense. Le voyage, on peut voyager en France, on peut voyager dans sa ville, on peut voyager dans sa région. On peut juste faire des petits challenges personnels tant qu'ils sont alignés avec nous-mêmes, je pense. Carrément. Est-ce que justement, tu as des astuces pour se sentir plus en sécurité quand on fait du stop ou par exemple pour plus écouter son intuition? Parce que souvent, c'est ça qu'on me demande, mais comment j'écoute plus mon intuition? J'ai l'impression que je vais me tromper ou j'ai l'impression que je suis dans la peur. Comment je sais si j'ai raison ou tort, entre guillemets? Ouais, alors moi, avant de partir en voyage, je suis grande, hein, je suis 1,80 m. On me dit toujours que je suis prof de fitness, pas du tout. J'ai juste toujours fait du sport. Donc oui, j'ai une allure un petit peu baraque, apparemment. Mais malgré tout, face à un homme, je ne fais pas le poids. Donc avant de partir en voyage, j'ai pris des cours de Krav Maga, qui est une technique de self-défense assez. On utilise l'attaque pour se défendre. Je conseille à toutes les femmes de le faire. Mes enfants le feront parce qu'au moins, en fait, c'est. Non, mais ça me donne confiance. Moi, je sais qu'en voiture, par exemple, si en situation vraiment d'urgence, il faut que je sorte de voiture, je pense savoir, avoir les réflexes pour au moins bloquer l'adversaire, la personne qui conduira, avoir des réflexes de repérage, ouvrir la portière, non, 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 savoir quoi lâcher, quelle priorité. Donc ça m'a beaucoup aidé. J'en ai fait pendant 3 mois avant de partir en voyage, 3 fois par semaine. Bon, ça m'a aidé. Après, pour écouter son intuition, moi je ne l'ai pas écouté. Une fois, ça m'a servi de leçon en Autriche, donc c'était en janvier, donc en février, donc c'était pas si il y a longtemps que ça, hein, c'était cette année. Après 2 heures d'attente à Vienne, je me suis pas écoutée et j'ai eu la pire expérience d'autostop de ma vie, très traumatisant pour moi. Et du coup, je suis tombée sur un homme très pervers. C'était voilà, c'était horrible. Et du coup, en sortant de la voiture, il y a personne qui m'a aidée. C'était ultra traumatisant. Et là, je me suis dit, Barbara. Et pourtant, cette voiture, je savais qu'il n'y avait pas que je monte dedans. C'est juste que dans l'instant, la voiture s'est arrêtée. J'ai complètement occulté mon émotion. Ah, il faut que j'y aille, super, il faut que je quitte cet endroit. Et en fait, non, non. Maintenant, je prends toujours un temps pour regarder la personne. Et en fait, si je le sens pas, des fois, on culpabilise de dire, mais qu'est-ce que je dis? Mais est-ce que comment je dis non? Mais machin. Bon, en fait, on dit juste non. Puis la personne, si elle nous juge ou si elle s'énerve, bah, c'est pas grave, en fait, notre sécurité, priorité. Donc maintenant, moi, ça m'arrive des fois de dire, bah, en fait, non. Puis je donne Mhm. pas de justification. Je dis, non, non, c'est bon. Et puis en fait, je pars dans l'autre direction. Et puis en fait, je me justifie pas et je cherche même pas à penser, mais qu'est-ce qu'il faut que je. Non, c'est juste moi. Je m'écoute et puis voilà. Donc l'intuition, je pense qu'en fait, on le sait. Enfin, comment dire, on le sait. Du moins, quand on le sent pas, vraiment quand on le sent pas, quand il y a un truc qui va pas, c'est pas comme la peur. La peur, elle peut être là, mais des fois, on n'a vraiment pas le feeling avec des personnes, avec des situations, avec des lieux. Et dans ces cas-là, je pense que c'est viscéral, quoi. Enfin, il faut pas. Ou faut oser, du moins, en partir quand on est déjà dedans. Mhm. Carrément. Merci. Est-ce que, par exemple, tu as une belle histoire qui te vient en tête, là, une belle rencontre ou une belle histoire en stop, la première peut-être qui te vient et que tu as envie de nous partager?
En autostop, oh bah, il y en a plein. Bah, ce matin, par exemple. Mm. Ce matin, c'est marrant parce que l'expérience en Autriche, qui s'est très mal passée, c'est un homme, en fait, qui est passé devant moi. Je l'ai vu, je me suis dit, oula, bah, heureusement que c'était pas lui. En fait, il a fait demi-tour pour revenir me voir. Et moi, j'ai oublié, du coup. Et je suis montée dans cette voiture. Normalement, une voiture qui fait demi-tour pour venir vous chercher, c'est un red flag. Ouais. Et ce matin, par exemple, ce Constantine, super belle personne, un homme extraordinaire, il a travaillé toute la nuit à l'aéroport, il m'a vu, il a fait demi-tour pour venir me chercher, mais juste parce que c'était juste de la gentillesse et on a eu un super feeling tous les deux. Et il voulait m'emmener à 5 kilomètres, il m'a emmené à 30 kilomètres Mm. en dehors de la ville. Et c'était une très belle rencontre. Et on a échangé, il a voyagé lui un petit peu en Allemagne, en Pologne, donc il a pu. Enfin, en fait, on a échangé sur plein plein de trucs, on avait plein de points communs. Et là, normalement, après cette montagne, je vais retourner à la capitale. Il se peut qu'il m'héberge du coup. Une Mm. autre expérience exceptionnelle, j'étais en Serbie, donc quand même bien Europe, enfin les Balkans, Europe de l'Est, quoi. Et je parle à cet homme qui était assez particulier, assez fermé, enfin, comment dire, gentil, mais pas forcément le feeling où ça va être le meilleur ami, quoi. Et je commence à parler que moi, je vais à t'aider à ce pèlerinage chrétien. Non, non, je parle pas de ça. Et lui, il me dit, ah, je suis déjà allé en France, bah, vers Mâcon, donc là où il y a Thésée. Je dis, ah, d'accord, mais quel village? Parce que moi, je connais bien Mâcon, pour le coup. Il dit, bah, c'est un petit village où il y a des chrétiens qui se rejoignent, ça s'appelle Thésée. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, en fait, c'est pas possible. Je lui dis, mais Thésée, la communauté chrétienne, mais moi je vais en Slovénie au pèlerinage de Thésée. Enfin, c'était, le monde est petit, quoi. Et Mm. ce mec, enfin bref, voilà, c'était la personne en stop. Du coup, il m'a emmené super plus loin que ce qui était prévu, parce qu'il y avait cette rencontre inopinée, mais tellement belle, quoi. Donc, ouais, l'autostop, c'est magnifique. Oui. Oui, et puis la synchronicité pour que vous vous Ah oui, rejoigniez et que lui non, mais aussi. quel était le pourcentage de chance? Quel était le pourcentage... En plus, en Serbie, enfin, ça n'a rien à voir Ouais. avec la Slovénie, avec la France, rien du Ouais. tout. Quel était le pourcentage de chance sur un mec qui ait fait les pèlerinages il y a des années, parce qu'il avait plus de 40 ans, donc lui, c'est fini, Thésée. Enfin, qu'il me Ouais. dise qu'on parle de la France, qu'il y allait, qu'il soit allé à Mâcon, à Thésée. Enfin, en plus, Ouais. plusieurs années de suite, il y allait. Donc, c'était vraiment complètement fou, quoi. Et, du coup, il y en a certains avec qui tu es encore en contact. Ah, plein. Mm. Plein, plein, plein. Enfin, en fait, moi, ce qu'il y a aussi, c'est que je suis hyper sensible, hyper émotive. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand j'ai une connexion avec quelqu'un, pour moi, j'ai pas de rencontres éphémères. Enfin, c'est très compliqué pour moi les rencontres éphémères. Et du coup, et c'est pour ça aussi que des fois, je suis complètement submergée par tous mes contacts WhatsApp parce que je garde contact avec plein, plein, plein de gens. Et puis chaque pays me ramène des nouveaux amis. Et du coup, c'est compliqué. Mais en autostop, bah, ce Constantin, par exemple, je vais le revoir. Mais s'il vient en France un jour ou s'il est dans un pays où je suis, évidemment que ce sera mon guest, quoi. Je vais l'accueillir comme il se doit. Et j'ai plein de conducteurs avec qui je garde contact. Ouais, ouais, ouais. Puis, je trouve ça hyper touchant parce que souvent, c'est des gens qui n'ont jamais voyagé en Asie centrale, en Inde, au Népal, que ce soit mes autres coachs surfing, mes autres locaux ou mes conducteurs en autostop, souvent c'est des gens qui voyagent à travers le voyageur. Et du coup, parfois ils m'appellent. Et c'est juste pour me dire comment ça va, Barbara. Mais moi, Et- pour moi, je trouve ça hyper touchant, quoi. Enfin, je veux pas. Moi, ils me saoulent pas, ces gens. Au contraire, je les trouve super beaux et je suis très contente de garder contact. Et des fois, c'est même moi qui entre-temps, je dis, ah, mais alors, là, je pense à lui, bah, je vais lui écrire tout de suite. Comme ça, c'est fait, j'oublie pas. Et ouais, 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 non, moi j'ai plein de. Enfin, j'ai pas vraiment de rencontres éphémères. Enfin, sauf, il y en a, bien évidemment, il y en a énormément. Mais il y en a quand même beaucoup avec qui je garde contact et c'est un plaisir pour moi de garder contact. Trop cool. Et donc là, du coup, tu disais que justement, donc, ça va devenir une nouvelle aventure, le vélo, le pèlerinage, et que du coup, ça va décaler peut-être un peu. Tu as parlé Mhm. aussi que tu souhaitais écrire un livre. Oui, alors ça m'est venu à l'idée il y a un petit moment quand même. Mhm. Il y a peut-être 6 mois de ça, j'ai commencé à y penser. Mhm. Et puis j'avais plusieurs idées en tête parce que la Syrie a changé ma vie. D'aller en Syrie, les personnes que j'ai rencontrées en Syrie ont changé ma vie complètement, Toi? ma vision de la vie. Et du coup, au début, je voulais écrire là-dessus. Et puis mes amis, quand je leur en parlais, ils me disaient, mais Barbara, la Syrie, enfin ton bouquin, si tu parles de la Syrie, en fait, il faut vraiment que les gens soient intéressés par la Syrie pour s'intéresser à ce bouquin. Et du coup, maintenant, j'ai élargi. Ouais. Je sais exactement, enfin, je pense savoir exactement ce que je veux faire. Et en fait, j'ai plein d'idées, en fait. Enfin, ce premier livre, ce sera plutôt un premier livre, je pense, parce que j'ai plein d'idées de transmission. Là, ça sera plus sur un peu les leçons de vie que j'ai eues à travers les rencontres du voyage, mais j'ai aussi envie de transmettre par rapport à l'autostop.
par rapport au couchsurfing, par rapport justement à ses valeurs de confiance, aux anecdotes. Enfin, il y a plein de choses un peu plus drôles, un peu plus transmission pour les femmes aussi, pour qu'on ait confiance. J'ai plein d'idées. Mais ce premier livre que je vais écrire là, quand je serai dans le nord du monde, ça sera sur principalement mes rencontres et les leçons de vie, les émotions des rencontres, enfin, quelque chose par rapport à ça, quoi. Ouais. Et du coup, Et c'est je veux, en fait, sur la route. pardon. Tu l'écriras sur la route, du coup, ce livre ou, Oui, en fait, je tiens à le. Je pense que je l'autopublierai. Je sais pas trop comment je vais m'organiser encore. Faut que je me focus là-dessus. Faut que je trouve le vélo. Et puis une fois que j'aurai trouvé le vélo, je me focuserai sur le bouquin. Mais je souhaite l'autopublier comme ça, parce que je pense que trouver un éditeur, c'est possible, mais ça demande beaucoup, beaucoup de recherche, je pense. Donc mon but, c'est d'auto-éditer, de Ouais. faire quelque chose d'assez petit quand même. Mais pour qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour le publier quand je suis en voyage. Ça me tient à cœur, parce que je pense que l'impact sera plus grand. Mm. Pas une fois que j'ai terminé, parce qu'une fois que j'ai terminé, bah oui, c'est un peu le feedback. Mais moi, j'ai envie que ça soit, en fait, qu'est-ce qui me pousse à encore voyager? Parce que c'est ces leçons de vie que j'ai eues qui font que mon voyage, il continue encore pour au moins 2, 3 ans, c'est sûr. Mais du coup, la transmission, je veux qu'elle se fasse pendant mon voyage. Et après, oui, mais ça sera après, il y aura d'autres choses à raconter. Mais là, cette première année, j'ai tellement évolué, tellement changé, tellement reçu que je ressens ce besoin vraiment de mettre ça sur papier. Mm. Carrément. Et, et du coup, est-ce que tu arrives à te projeter pour la suite? Donc, tu disais peut-être terminer par le Mexique. Et après, pas forcément l'envie de rentrer en France. Enfin, comment tu te vois peut-être à moyen ou long terme continuer à voyager ou est-ce que tu sais? Alors, mon voyage, oui, je sais où je vais continuer. Parce que en soi, je compte prendre un bateau stop jusqu'au Mexique et ensuite descendre jusqu'en Argentine. Je compte faire toute l'Amérique latine. Ok. Et ensuite, j'ai deux options. Soit je trouve un autre bateau stop pour aller en Asie du Sud-Est. Ça, c'est une première option. Et remonter du coup jusqu'en Europe en repassant par les pays que j'ai fait, que j'ai adoré, en revoyant du coup mes hôtes, mes conducteurs justement, en Mongolie, en Russie, Pakistan, Afghanistan. Enfin voilà, ça me tient aussi à cœur. Ou alors, je me lance encore un autre projet, mais du coup là, c'est encore trop loin pour y penser. Mais plutôt que de partir du côté Asie, je pars du côté Afrique, parce que aussi l'Afrique, j'ai vraiment envie d'y retourner aussi. Et là, je sais pas, faire un projet en Afrique, traverser l'Afrique, je ne sais pas. À vélo, à pied, en voiture, je ne sais pas. Je sais aussi qu'à partir du Mexique ou de la Colombie, une fois que j'aurai fini l'Amérique centrale, je sais aussi que je débloquerai mon cœur aussi, donc que potentiellement je m'ouvrirai à avoir quelqu'un, un voyageur avec moi, je sais pas. Je me vois aussi être maman, donc je me vois maman en voyage en fait aussi, je me vois avec mes enfants en fait. Je ne me vois pas arrêter de voyager, mais je me vois quand même construire des choses plus toute seule. Ok. Après, j'ai aussi des projets de, comment dire, d'écrire d'autres bouquins si le premier fonctionne. J'ai aussi des idées de, comment dire, créer une entreprise aussi pour faire des workshops par rapport aux femmes dans certains pays, etc. Plutôt ciblés sur les connaissances. Parce que je faisais un petit peu au Togo, en Ouganda, en fait, l'élargir au monde entier et transmettre quelque chose sans dénaturer la culture du pays, bien évidemment, mais apporter de la connaissance sur juste ce que c'est d'être une femme aujourd'hui et d'être un homme aussi, avec peut-être des partenaires, je sais pas. Mm. Après, j'ai plein d'idées qui fusionnent. Là, en fait, je n'avais pas l'âme d'entrepreneur. J'ai toujours dit avant de voyager, moi, je ne serai jamais auto-entrepreneuse. J'ai besoin d'un cadre, j'ai Mm. besoin d'un employeur qui m'apporte une sécurité de l'emploi et financier, etc. Et aujourd'hui, en fait, je me dis, mais j'ai tellement de choses à faire que Mm. maintenant, je suis un peu perdue au niveau professionnel. J'ai plein d'idées, mais je ne sais pas trop comment ça va se concrétiser, très honnêtement. C'est un peu le fouillis, quoi. Mais j'ai des idées, donc c'est positif. Super. Ouais. Ouais. Est-ce que au niveau pratique, donc là, parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai pas pensé à te demander ça, alors que ça, c'est les grosses questions aussi qui reviennent habituellement, je pense à ce qu'on me demande d'habitude. Au Oui. niveau pratique, justement, pour ton voyage, euh, comment tu t'étais organisée? Est-ce que tu avais mis une enveloppe de côté? Mhm. Qu'est-ce que tu as comme sac? Oui. Et niveau santé, est-ce qu'il t'est arrivé des galères en voyage? Comment tu t'organises avec ça? Alors, très bonne question. Alors, pour comment dire, réparation financière, oui, oui. Alors, encore une fois, moi, j'étais quelqu'un de tout. Donc, j'avais économisé une belle somme d'argent avant de partir pour un an. Et en fait, je me permets de voyager 3 ans de plus parce que pour l'instant, je ne dépense, enfin, surtout depuis que j'ai commencé l'autostop et le voyage sans argent et le coach surfing, en fait, je ne dépense absolument presque rien. Parce que, encore une fois, le voyage, on le voit souvent comme des vacances, mais ça Mm. n'en est pas, en fait. C'est un mode de vie. Donc, on ne va pas au restaurant tous les jours, on ne va pas faire des visites tous les jours. Donc, en fait,
Mon budget, moi, il y a plein de semaines où c'est zéro, hein. Enfin, l'autostop, là, par exemple, aujourd'hui, mettons, je suis partie ce matin de la capitale. Je suis partie. J'arrive ici, j'avais des petits snacks qu'on m'avait donnés d'avant, des tomates, des concombres, j'avais des arbres fruitiers en pleine capitale, des figues et tout. Donc j'avais mon repas. Donc j'ai rien dépensé aujourd'hui. Je dors gratuitement. Demain, je vais repartir en autostop pour faire une randonnée. Ça va être encore gratuit. Donc le budget, en fait, ça dépend de notre mode de voyage. Si on aime le confort, si on a besoin d'un confort, et si on a besoin d'avoir un hôtel, si on a besoin d'avoir un restaurant ou la nourriture, etc., un confort, chacun son voyage. Mais moi, je l'avais prévu hyper sécurisé, beaucoup trop par rapport à aujourd'hui ce qui me correspond. Donc mon budget, il est très large maintenant. Donc, et plus ça va, plus je voyage sans argent, du tout. Donc du coup, un peu infini. Le sac que j'ai, il est beaucoup trop gros, mais vu que je fais l'été dans les pays très chauds, l'hiver dans les pays très froids. J'étais en Afrique en été passé, là j'étais en Asie centrale. L'hiver, j'étais en Russie. Là, cet hiver, je vais être en Estonie et après, je monte au pôle Nord. Donc, en fait, je fais un peu les extrêmes. Donc, mon sac, je l'ai à côté de moi. C'est un Forclaz 70-80 litres. Là, je sais pas, c'est un des plus gros en fait qui existe. Le Ok. problème, c'est que plus il est gros, plus on le remplit. C'est mon cas. Donc là, il est chargé de cadeaux qu'on m'offre par-ci par-là que j'ai pas envie de jeter ou de me séparer. Donc il est énorme. Je ne conseille pas ce gros sac, mais je vais pas le lâcher quand même. Maintenant, c'est ma maison, donc voilà. Et pour la santé, j'ai eu. Alors, j'avais prévu une trousse de médicaments, mais alors, qui est toujours dans mon sac d'ailleurs, Ouais. qui est inutile, mais inutile. Ma pochette de médicaments pèse énormément par rapport aux besoins qu'il y a. Donc d'ailleurs, je pense donner dans un orphelinat, un hôpital dans un pays. Dès que j'arrive dans un pays du tiers-monde, là, je vais tout refiler parce que ça me sert absolument à rien. J'attendais l'Asie centrale parce que je pensais que j'aurais des soucis, etc. Pas du tout. Et j'ai eu un problème si au Népal. Le Népal, c'est un des pays les plus pauvres que j'ai visité, hein, donc, et l'eau là-bas est un vrai problème. J'avais mes pastilles pour nettoyer l'eau, mais ça n'a pas suffi. Donc, je suis tombée quand même bien malade. J'ai fini à l'hôpital avec une grosse infection généralisée parce que j'avais pas traité dès le début. J'ai laissé traîner. Et du coup, pendant quelques mois après, j'ai acheté que des bouteilles d'eau parce que je voulais pas prendre le risque. Là, ça y est, je retourne en Géorgie. Je peux remplir ma bouteille d'eau avec de l'eau du robinet. Alléluia. Mais voilà, quoi, mes médicaments ne m'ont pas. D'ailleurs, même avec les médicaments que j'ai utilisés au Népal, je suis tombée malade. Donc non, la trousse de médicaments, et j'ai dépensé des sommes énormes avant de voyager pour les médicaments. Ouais. Voilà. Donc, ouais. Sinon, rien à signaler, franchement, j'ai pas été malade, quoi. Enfin, et pourtant, j'ai commencé en Afrique, et je pensais vraiment. Je comptais d'ailleurs en Afrique pour me choper, je sais pas, une tourista, un truc pour me refaire un peu l'intestin, pour me blinder un peu. Pas du tout. Ça n'est pas arrivé. Et non, le premier problème que j'ai eu, c'était au Népal. Je suis tombée malade en Afrique parce que j'ai pris le cachet contre le paludisme, qui Oui. d'ailleurs je déconseille à tout le monde. Ça s'appelle la Malarone, Ok. qui est connue au bout de 3 mois pour être très déconseillée parce que ça a des gros effets secondaires. Moi, j'ai eu une toux très inquiétante pendant 9 mois quand même, hein, après ce cachet, et c'était effet secondaire. Donc, je retourne en Afrique, c'est sûr, je le sais. Je ne reprendrai pas ce cachet, c'est sûr, je le sais. Je comprends. Et du coup, tu disais, enfin, pour le futur, tu te vois plus sur la route, donc fonder une famille, Mm. etc. Est-ce que tu te vois te poser un peu dans un pays? Est-ce qu'il y a un pays qui t'appelle ou justement non, c'est plus cette vie nomade, pas forcément sédentaire? Un peu les deux, je dirais, parce qu'il y a des pays, par exemple, qui m'ont beaucoup marqué, ou dans lesquels je me vois vraiment vivre un certain temps. Enfin, quand je dis un certain temps, c'est entre 6 mois et un an, je me vois vraiment m'installer là-bas, voire 2 ans. Le Pakistan, le Togo, la Russie, Mhm. non, pas le Kyrgyzstan, mais enfin, voilà, il y a 3 pays, le Liban aussi. Enfin, ces 4 pays-là, je me vois vraiment y vivre pour une durée moyen-long terme. Mhm. Mais après, j'ai aussi ce besoin, je pense, de découvrir. Enfin, l'interculturalité me passionne. Mhm. Et je pense que c'est vraiment l'école de la vie, dans le sens où moi, je vois vraiment mon voyage comme une image de ma vision qui s'ouvre chaque jour parce que je rencontre, je rencontre, je rencontre, je rencontre, je rencontre, je rencontre. Et du coup, je casse mes préjugés et mon schéma de pensée, tout simplement. Donc, dans mon futur, je me vois totalement faire de l'auto avec mes enfants. En fait, je me vois maman sur les routes. Je me vois au volant d'un van, hein, avec mes enfants derrière. Ça, c'est une image que j'ai. Donc, je me vois voyager, clairement. Après, ça dépend si je trouve un travail en mission terrain ou si je monte mon entreprise ouais, enfin, enfin, par rapport aux femmes, tout ça. Je pense que je resterai peut-être dans des pays et ensuite je me déplacerai. C'est très flou. Donc, je pense que ce sera un entre-deux. Parce qu'après, les enfants, on peut très bien faire l'école à la maison, mais il y a peut-être aussi besoin de stabilité. Ça, je sais pas encore. Enfin, je suis encore très très loin de ça.
Mm. Mais peut-être un entre-deux, peut-être rester 6 mois, un an, après peut-être faire un an de voyage où on bouge, peut-être encore 6 mois, un an, enfin, selon les envies de chacun aussi, les rêves de chacun, je sais pas. Je suis ouverte à tout finalement. Carrément. Trop bien. Merci beaucoup, Barbara. Je sais pas si David, tu as des questions ou envie de partager justement quelque chose. Alors, ouais, déjà, merci beaucoup parce que enfin, moi, j'ai eu le sentiment d'avoir voyagé là. Ah, c'est vrai? Eh ben, tant mieux. Ouais. Magnifique. Bon, en plus, il y a plein de choses qui m'ont parlé, l'Amérique centrale. Moi, j'ai fait le Mexique déjà. Ah, d'accord. Là, d'un voyage organisé, c'est un voyage de noces, tout ça. Alors après, ce que j'ai pris des petites notes et en fait, il y a eu un déclic lié à un événement de ta vie, si je dis pas de bêtises. Voilà. Oui, Je pense que c'est toujours un peu comme ça. Alors toi, tu parlais d'avoir des enfants dans ton parcours. mhm, Ouais, déjà, donc ça, c'est un peu différent, mais en tout cas, dans tout ce que tu as dit, il y a des choses qui sont, c'est passionnant, clairement. merci. C'est rassurant. Alors, on peut se dire plein de choses, pour avoir quelques craintes, tout ça. Mhm. Ça donne envie. Alors moi, pendant très longtemps, j'ai pas beaucoup voyagé. J'ai fait, alors, dans le cadre de voyages avec un employeur notamment, donc j'ai fait le Mexique, ça c'était privé. J'ai fait la Turquie, j'ai bien aimé. Ah, super. L'image qu'on peut en avoir et la réalité sur le terrain, c'est totalement décalé. Exactement. Voilà. Après, là, je suis parti. Alors, moi, aujourd'hui, c'est des petits trucs que je me fais 3-4 jours. C'est très court, mais avec un objectif sportif au milieu. Alors, pareil de course à pied, moi, je fais du marathon. Euh, D'accord. Là, ça a été un peu une révélation. L'idée de faire un parcours en vélo, c'est top. Ça, c'est quelque chose qui peut me brancher aussi. Donc, non, non, voilà, j'ai envie de te dire, passionnant, bravo, c'est super. Tu transmets ton énergie. Moi, j'avais des questions, mais tu as répondu aussi sur le fait, mais on fait comment, quoi, avec un peu d'argent, pas d'argent? A priori, il faut quand même avoir quelques économies au départ pour peut-être se rassurer. C'est Euh, ça. voilà, après, il y a très peu de dépenses finalement, mais parce que ton mode de déplacement notamment et de logement te le permet. Voilà, après, là, les missions, pourquoi pas. Je suis un peu comme ça, les grosses structures, je pense que ça ne me parlerait pas, plutôt des petites, Mhm. et je suis un peu comme toi, je suis organisé, enfin, j'ai un métier, moi, qui m'oblige à être ultra organisé, et en fait, je suis pas du tout organisé dans ma vie privée. Et j'aime bien laisser part à la créativité et l'imagination, et dès qu'on me met dans un cadre, ça déborde toujours. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses que tu as dites et qui sont passionnantes. Donc, je pense que je vais te suivre sur les réseaux parce qu'on va continuer à suivre tout ça. Merci beaucoup pour le témoignage. Et ouais, ouais, ça donne bien envie. Ouais. Après, par rapport justement au budget, en fait, souvent, quand on voit un tour du monde, on voit ça, encore une fois, comme des vacances et on se met, même moi au début, hein, sur mon itinéraire, quand j'ai commencé Turquie, Slovénie, j'avais un itinéraire par pays avec qu'est-ce qu'il faut voir en Bulgarie, qu'est-ce qu'il faut voir en Roumanie, qu'est-ce qu'il faut voir là. Et en fait, après, en Serbie, j'ai eu un déclic, je me suis dit, Barbara, mais ok, t'as vu ça, mais en fait, mon voyage, c'est pas voir les choses. Et je pense qu'encore plus avec des enfants, on a envie peut-être, hein, je sais pas, mais qu'ils voient des choses, des musées, des machins. Et en fait, les musées, ça coûte super cher. Et moi, j'apprends vraiment, j'étais vraiment, mais une bille en géographie, histoire, vraiment. Et aujourd'hui, je me sens quand même assez cultivée au niveau mondial, mais parce que le coach surfing se fait aussi en famille, hein, ou même il y a des échanges de maisons, ou il y a d'autres plateformes que le coach surfing pour les familles, et où du coup l'échange est privilégié, et à travers les gens, je trouve qu'on apprend tellement, enfin c'est comme si nous on devait raconter l'histoire de la France et l'histoire de notre région, on serait beaucoup plus, ça parlerait beaucoup plus que si on ouvrait un bouquin, quoi, enfin, et bon, voilà, ça c'est un point aussi où je trouve qu'il faut pas trop se mettre la pression, par exemple, moi là en Géorgie, on peut pas être exhaustif en voyage de toute façon, on a beau faire, j'aurais beau rester ici dans cette région des montagnes pendant 3 semaines, je ne verrai pas tout, bon bah faut l'accepter, et du coup il faut accepter que le voyage ne peut pas être exhaustif. Et du coup, ben, on avance et on peut revenir. On a toute une vie pour voyager. Mais voilà, c'était juste ce point que je voulais rajouter par rapport au budget, parce que des fois, ça fait peur parce qu'on se dit, mais si je vais mais là, si on veut voir ça et si on veut voir ça, mais du coup, on va louper. Mais en fait, on loupe rien. On loupe rien parce qu'on est déjà dans la découverte perpétuelle tous les jours. Voilà. Mhm. C'est pour ça. Et en plus, c'est tellement, enfin, moi, ça résonne de ouf parce qu'il y a certains endroits à voir que j'ai adoré découvrir.
découvrir. Le Machu Picchu, je l'ai découvert 2 fois et les 2 fois c'était différent et j'aimerais y retourner 10 fois. Le Colisée, pareil, c'était très beau. C'est des endroits qui m'ont mis les larmes aux yeux où j'ai vraiment senti quelque chose. Donc il y a des endroits à voir, à faire ou touristiques qui en tout cas m'ont fait un effet. Mais pareil, justement, j'ai le souvenir l'année dernière avec mon amoureux, on est parti à Venise. Et le premier jour, on s'est juste perdu dans les ruelles et c'était incroyable. On a fait que des rencontres de fous. On s'est retrouvés dans un opéra, enfin incroyable. Et le lendemain, on s'est dit, mince, on n'a rien vu de Venise. Et du coup, on s'est mis des points sur la map et on a essayé de suivre les points sur la map. Et c'était la pire journée. Parce qu'en fait, on a Ah fait ouais? marcher d'un point A à un point B pour voir quelque chose. Et tu Mm. perds toute la magie de juste te perdre dans Vivre. les ruelles, rencontrer. Oui, tu vois, la spontanéité de là, tu vois, et de ressentir plutôt que de suivre un chemin tout tracé et cocher des cases de il faut voir ça, il faut voir ça. Et c'était flagrant. Exactement. On s'est dit, mais Euh, c'est pas ça notre mode de voyage et c'est pas ce qu'on aime. Donc, il faut mm. pas. Exactement. Et là, j'ai la même expérience quand j'étais en Autriche. J'ai ma meilleure amie, enfin une de mes meilleures amies qui m'a rejoint. Et elle, elle est très orientée. On est les opposés. Elle est très orientée luxe, etc. Argent, justement. C'est son mode de vie. Et pas de jugement. Chacun a son mode de voyage. Mais du coup, quand elle est arrivée en Autriche, moi, ça faisait déjà 6 7 mois que je voyageais. Et elle m'a dit, mais Barbara, là, du coup, demain, on fait quoi? Et je lui ai dit, mais tu sais, Stéphanie, pour moi, en fait, si on se pose dans un café, ça fait 7 mois qu'on s'est pas vu. Si on se pose dans un café toute la journée ou qu'on marche dans un parc, en fait, moi, ça me suffit. Et ça sera ça, mon souvenir de Vienne, ça sera avec toi, en fait. Mon tour du monde, tu feras partie de mon tour du monde parce que ces moments, ils sont tellement intenses. Moi, je m'en fiche du musée ou de l'opéra. Enfin, ça, en fait, je peux revenir quand je veux à Vienne pour voir ça. Par contre, toi et moi, à Vienne, c'est maintenant. Et du coup, on est resté toute la journée dans l'appartement à faire des soirées, à faire une crêpe et du boire du vin. Et je me rappellerai toute ma vie. Et voilà, donc c'est pour rebondir sur ça. Le voyage correspond aux voyageurs, il n'y a rien à faire. Ouais. C'est vivre qu'il faut. Et peu importe, en fait, peu importe, c'est vivre l'instant, quoi, qui compte. Ça m'a mis plein de frissons. Merci beaucoup. J'adore. Merci. Mais Euh, merci, parce que moi aussi, ça m'a fait du bien de parler de tout ça. J'ai encore plus le smile. Aujourd'hui, c'est une journée, mais magnifique. Donc, non, mais vraiment, merci pour ce moment-là. Alors, moi, j'ai juste envie de reprendre mon sac à dos, je t'avoue, et de bah, pour aller repartir où? sur la route. Ah, je sais pas où le pouce me mène, mais tu vois, là, j'ai juste envie de repartir faire du stop. Donc, mais non, trop chouette, Magnifique. hyper inspirante et un Merci. smile de fou. Et on pourrait parler des heures, en fait. C'est trop cool, vraiment. Et j'ai hâte de lire ton bouquin. Oui, bah, normalement, si tout va bien, normalement, je compte rester 3 mois au pôle Nord pour l'écrire, pour me mettre zéro réseau. Je me focus, parce que c'est difficile de me Ouais. concentrer. Donc, je veux être dans un endroit paradisiaque, qui est une des destinations de mes rêves. J'ai failli y aller 2 fois, ça n'a pas marché. Donc là, cette année, c'est la bonne. Un endroit paradisiaque, très inspirant, où je peux vraiment me focaliser. Et du coup, je pense d'ici mars-avril, je serai fait. Enfin, je compte vraiment sur mars-avril pour après continuer et hop, poursuivre. Et voilà, mais ouais. Donc oui, et je compte le faire en anglais et en français. Parce que du coup, j'ai tellement d'hôtes et de Oui, conducteurs qui font ouais, partie de ma vie et de mon voyage que du coup, c'est obligé, il faut que je fasse dans les 2 langues. Donc il va falloir que je sois d'autant plus concentrée. carrément. Ouais. Et du coup, oui, donc j'avais partagé sur le club ta page Insta pour ceux qui vont vouloir suivre tes aventures. D'ailleurs, il y en avait même une qui te suivait déjà. Donc, Ah bah super, magnifique. ouais. Voilà. Voilà, je sais pas si tu as envie de nous partager un dernier mot de la fin ou Bah non, moi je suis hyper touchée de participer là à cette réunion Zoom. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas eu de meeting Zoom quand même. Pour moi, c'était très bizarre de réouvrir cette application que j'avais d'ailleurs fermé mon ordinateur. Non, mais je suis hyper touchée. Merci beaucoup d'avoir. Bah voilà, déjà je suis très contente qu'on soit en contact parce que, enfin, je te trouve hyper inspirante et très rayonnante et du coup pour moi c'est hyper chouette quoi d'être là. Et puis même, tu vois, enfin, de pouvoir échanger de manière générale sur le voyage, d'avoir ton expérience, mon expérience, enfin, les échanges qu'on a eus, je les trouve hyper riches et importants, quoi, et fondamentaux pour avancer, parce que je trouve que c'est quand on partage, quand on a une solidarité féminine, on avance, et masculine aussi, hein, enfin, de manière générale, enfin, quand on a une communication, en fait, c'est très beau. Donc merci, je suis ravie, quoi, et je pense que ça se voit de toute façon, mais ouais, non, je suis trop contente, merci. merci à toi, vraiment, c'était trop cool. Merci David d'avoir été là avec nous, d'avoir partagé ce moment.
Merci à ceux qui le regarderont en replay aussi. Merci énormément, Barbara, vraiment. J'ai les joues. Merci. C'était un beau moment, vraiment trop cool. Merci d'avoir répondu à l'invitation et de nous avoir partagé ton histoire, un bout de ton Avec grand histoire. plaisir. Merci pour ton temps. Et Bah, merci de votre temps aussi, à tous les deux et à tous les prochains qui prendront le temps d'écouter, c'est super. merci beaucoup. Que ton voyage soit beau, que la vie soit belle et puis on Oui, reste en contact. oui, tout à fait, avec grand plaisir. Merci pour tout. Merci beaucoup. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, prenez soin de vous. Bye bye. Ciao, ciao. Bye.